La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe du tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Il y a plein d'histoires différentes à Survie, mais il y en a plusieurs qui ressemblent à la mienne. Moi, je suis parti, en fait, jeune français à 20 ans. J'étais pendant mes études encore. Je voulais aider l'Afrique. J'ai pas échappé à ce cliché. Et donc, je suis parti en stage. J'ai cherché un stage dans un pays d'Afrique. Et en fait, j'ai eu un stage au Burkina Faso. Et je peux même avouer que quand j'ai reçu la réponse, parce que c'est passé par des canaux familiaux, etc., je n'avais pas entendu parler du Burkina Faso. J'avais 20 ans, je ne connaissais pas, j'avais pas entendu parler de ce pays. Alors évidemment, j'ai vite regardé, je dis ah bah cool, ouais, super, je pars là-bas. Je connaissais le Mali, le Niger, le Sénégal, mais le Burkina Faso, non. Et en plus, je suis arrivé au Burkina Faso en avril 2000, c'est-à-dire à une époque où ça chauffait encore pas mal au niveau des mobilisations étudiantes. On est 1 an et quelques mois après l'assassinat de Norbert Zongo. Oui, j'ai eu aussi pour principe de partir, un principe un peu débile, de partir en me disant je me documente sur rien, je veux apprendre en étant sur place. Et résultat, j'ai débarqué au Burkina Faso en avril 2000 et je n'avais jamais rien lu sur Thomas Sankara, sur Norbert Zongo, sur tout ça, et j'ai tout pris dans la gueule. Et donc j'ai pris dans la gueule le fait que j'étais particulièrement mal à l'aise avec l'attitude, avec ce que je percevais de la France sur place et de l'attitude de la France, des Français et des coopérants. Et donc ça m'a beaucoup interrogé là-dessus. En 2003, je suis reparti sur un autre stage, toujours dans mes études au Niger. Je suis repassé au Burkina aussi, voir des copains. Et en fait, j'avais entendu parler entre-temps de Survie, mais j'étais pas allé voir plus en détail. J'avais entendu parler fin 2000 de Survie, puisqu'il y avait un procès contre François-Xavier Verschave par 3 chefs d'État et qu'il y avait des manifestations à Paris. Noir silence, c'est le titre d'un livre et aussi l'objet d'un procès pour offense à chef d'État étranger. Son auteur, François-Xavier Verschave, président de Survie, que nous allons recevoir dans un instant, va nous expliquer l'objet de ce livre. Noir silence est un brûlot, un livre polémique, succès de librairie, vendu à près de 30 000 exemplaires, qui dénonce notamment 3 dirigeants africains et la politique, je cite, incestueuse de la France en Afrique. Richard Binet. Lorsque le 19 juin 1990 s'ouvre à La Baule le 16e sommet franco-africain, les 22 chefs d'État de l'Afrique francophone ont l'assurance tranquille de ceux que rien ne peut menacer. Pères de la nation, guides bien-aimés, petits ou grands timoniers, ils ont pour la plupart conquis le pouvoir par la force et n'ont qu'un programme, le conserver. 11 ans après le discours de François Mitterrand consacrant une prime à la démocratie, rien n'a véritablement changé. Au réseau Focard du général de Gaulle ont succédé d'autres réseaux, comme ceux de Jean-Christophe Mitterrand, mis en examen pour trafic d'influence lors de ventes d'armes en Angola. En Afrique, il y a les corrompus, mais aussi les corrupteurs, disait le maréchal Mobutu. C'est cette Afrique que François-Xavier Verschave a voulu dénoncer.
Et un copain français avec qui j'avais eu des grandes discussions m'avait dit ah, tu devrais regarder, ça devrait t'intéresser. J'avais mis ça dans un coin de ma tête et c'est seulement en 2004 que j'ai vu Verschave en conférence sur le Rwanda et que évidemment ça m'a scotché mais sans m'étonner complètement, enfin sur le Rwanda forcément si, mais je veux dire je trouvais un discours qui correspondait à ce que moi je percevais de ce qui clochait dans la France en Afrique. Et donc j'ai commencé à m'impliquer à Survie dans les mois qui ont suivi. Au début en pensant juste m'impliquer un petit peu et en pensant être plutôt sur d'autres combats militants, mais en voulant soutenir Survie parce que ça me paraissait important. Et finalement, comme je suis tombé sur des gens très sympas et une ambiance voilà, à la fois conviviale et avec une rigueur intellectuelle qui m'ont séduit, bah, je me suis impliqué de plus en plus dans Survie. Voilà un peu. Et quand je dis que c'est une histoire, enfin, il y a plusieurs personnes impliquées dans Survie qui... il y en a qui sont restés qu'en France et qui, en découvrant par des lectures, des choses comme ça, ont été scandalisés et se sont impliqués là-dedans. Mais il y en a aussi des gens qui, par leur histoire personnelle, se sont retrouvés à partir en volontariat de solidarité internationale ou en stage ou sur un boulot à l'étranger et ont été tellement écœurés qu'en rentrant, Survie est venu apporter un cadre d'explication et d'engagement qui correspondait à leur vécu. C'est un peu ça qui m'est arrivé. Alors, avec Macron, depuis 2017, on est clairement dans la continuité. Il a dit pendant la campagne, mais aussi dans ses discours, son discours de Ouaga, etc., qu'il est d'une génération qui n'a pas connu la colonisation. Et en fait, rien qu'en disant ça, il démontre qu'il n'est pas du tout en rupture avec l'imaginaire colonial français. Comme s'il lui suffisait d'être né après la colonisation pour se départir de l'espèce de matrice idéologique dans laquelle on baigne depuis notre enfance, quand on naît et qu'on grandit en France, et de par l'histoire, la façon dont elle est enseignée, de par les médias, la manière dont ils nous retranscrivent le monde, et notamment l'actualité africaine ou franco-africaine. Et Emmanuel Macron, là-dessus, dans cette matrice idéologique, est pleinement dans la continuité. Dans les faits, on est aussi dans la continuité. Sur le franc CFA, il a osé affirmer à Ouaga que c'était un non-sujet, alors qu'on sait que c'est un véritable sujet et que la France a nécessairement un rôle de pivot dans toute évolution qu'il pourrait y avoir dans le franc CFA, donc il ne peut pas dire que c'est un non-sujet pour la France. Je sais simplement que c'est une bonne chose pour un aspect, ça donne de la stabilité monétaire à ceux qui l'ont. Et c'est d'ailleurs pour ça que, quels que soient les débats, les dirigeants ne se sont pas empressés de le déchirer, parce que ça crée de la stabilité dans la région. Donc, moi je pense qu'il faut, si je puis me permettre un conseil, n'ayez pas sur ce sujet une approche bêtement post-coloniale ou anti-impérialiste. Ça n'a aucun sens, ça n'est pas de l'impérialisme. Au niveau de l'armée, il a envoyé un certain nombre de gages immédiatement à l'armée française juste après son élection, même si ça a un peu clashé avec l'état-major sur des questions budgétaires. Mais il s'est rendu en Afrique visiter, célébrer aussi les dispositifs militaires français sur la question de l'aide au développement, de l'APD, de tous les flux économiques qui viennent alimenter les relations franco-africaines. Il n'y a aussi aucune évolution dans un sens, on ne peut même pas parler de rupture, mais d'une fin éventuelle de ce qui constitue la France-Afrique. Donc sur tous ces piliers institutionnels, il est clairement là-dedans. Et sur le plan diplomatique, on voit qu'il n'a aucun problème à reprendre la terminologie de la stabilité, qu'il utilise beaucoup en ce moment en évoquant le Tchad, le Cameroun avec Paul Biya, qui est au pouvoir quand même depuis 36 ans, c'est-à-dire Emmanuel Macron devait avoir 3 ou 4 ans quand Biya est arrivé au pouvoir. Il continue, lui, Emmanuel Macron, à dire que le Cameroun a besoin de stabilité. Sur le Tchad, il s'affiche avec Idriss Déby sans aucun problème et le gouvernement n'a aucun problème à assumer que l'armée française intervienne militairement, comme ça a été le cas en février 2019 là, pour bombarder des rebelles tchadiens et ce faisant venir en aide de manière très concrète à Idriss Déby. Sur la coopération militaire, qui est quand même aussi une structure très concrète de soutien et d'information, de lien avec les régimes répressifs, puisqu'on a des coopérants militaires qui sont
positionnés au sein même des appareils répressifs, il n'y a aucune évolution. Donc à côté de ça, il y a un petit habillage. Régulièrement, à chaque nouveau président depuis Sarkozy, on a un habillage, on a quelque chose qui vient dire que ça serait terminé. Pour Emmanuel Macron, ça a été le Conseil présidentiel pour l'Afrique, cette espèce d'instance de conseil qu'il a mis en place autour de lui, qui sont en fait des jeunes entrepreneurs français d'origine africaine ou africains ayant fait finalement s'étant installés en France. Et rien que le nom pose problème. Un conseil présidentiel pour l'Afrique, il y a besoin de ça pour aider l'Afrique, pour travailler sur l'Afrique. Donc là-dessus, on est malheureusement dans une continuité qui est assez désespérante. Les seules choses réjouissantes, c'est peut-être que de plus en plus, dans le discours, dans le débat public, au niveau des médias, etc., il y a un peu plus d'esprit critique par rapport à ça. On essaie de se rassurer comme ça. Ce qui est sûr dans le cas de la relation franco-africaine, c'est que la place même des entreprises et des marchés qu'elles peuvent conquérir et que les politiques peuvent aider à conquérir fait partie de la stratégie d'influence de la France. Et que quand on dit que la France soutient des dictatures, aide des régimes pour favoriser des intérêts économiques de grands groupes industriels qui ont des parts de marché, c'est vrai, c'est évidemment vrai, mais ces mêmes groupes contribuent en fait à un soft power, à une influence, à maintenir le rayonnement de la France qui lui permet de peser aussi et d'être une grande puissance au plan international, d'avoir du poids à l'ONU, parce que quand elle va défendre une position, il y a un certain nombre d'États qui vont s'aligner derrière. Et en fait, les deux sont intimement liés, il y a une imbrication. Et là-dessus, il faut regarder, pour le coup, il y a un parallèle avec le projet colonial. C'est qu'à l'époque coloniale, on a dit que l'État avait laissé le privé gérer des territoires coloniaux, ce qui est vrai, mais ce même État avait besoin de ses intérêts privés pour qu'il administre ces territoires-là et qu'il contribue, ce faisant, au projet impérial français, à l'impérialisme. Donc finalement, il y a une imbrication entre ce que le privé va faire et va porter comme rayonnement, comme influence française, et la manière dont le politique français, pour la plupart des politiques, pense l'influence, la place de la France dans le monde et cette question du rayonnement. Et on le voit aujourd'hui dans tous les discours sur la diplomatie économique, sur la France puissance d'influence, tous ces termes-là qui sont repris dans les arcanes diplomatiques. Et là-dessus, malheureusement, on n'est pas sur un deal je t'aide à te faire élire et ensuite tu vas me rapporter telle part de marché, etc. Évidemment qu'il peut y avoir des discussions, qu'il y a des proximités individuelles, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a même pas besoin de ce deal donnant-donnant, tellement les politiques français peuvent aussi baigner dans la même matrice idéologique dont je parlais, qui amène à penser qu'il est logique et normal d'aider des industriels français à conquérir des parts de marché, et que ça va favoriser, pense-t-il, la création d'emplois en France, parce qu'il y a aussi ça qui sont persuadés, et on voit des rapports officiels, comme le rapport de Védrine et Lionel Zinsou en fin 2013, qui disait qu'il y a un réservoir d'emplois en France grâce aux parts de marché en Afrique, et il faut conquérir des parts de marché en Afrique pour consolider des entreprises françaises qui vont créer l'emploi en France. Et ils sont complètement imprégnés là-dedans. Après, ce qui n'empêche pas, donc, comme je le disais, évidemment, qu'il y ait des connexions interpersonnelles, comme on l'a vu avec François Hollande quand en 2015 il est allé au Cameroun, qu'il a rencontré Paul Biya. Juste après, Bolloré est finalement revenu dans la course de l'exploitation du port de Kribi, dont il avait été écarté dans un premier temps. Et donc on sait que François Hollande ou ses proches conseillers, à cette occasion, sont intervenus directement auprès du pouvoir camerounais pour favoriser les intérêts de Bolloré sur le port de Kribi. Donc voilà, à ce moment-là, on a quelques cas comme ça, mais ça n'a même pas besoin d'être aussi systématique. Il y a cette matrice idéologique, encore une fois, qui est peut-être encore plus difficile à combattre.
quel serait le pays qui caractériserait ou qui serait le plus caricatural par rapport à la France-Afrique? Ça va dépendre. Sur le plan militaire, le plus caricatural, c'est le Tchad, sans doute, parce qu'on a une base militaire permanente qui n'existe pas légalement, c'est une opération extérieure. On a eu l'opération Épervier depuis 1986, qui officiellement s'est terminée en 2014 pour laisser la place à l'opération Barkhane, qui continue depuis 2014, donc déjà depuis bientôt 5 ans. Et il n'y a même pas eu besoin de formaliser ça. Il a fallu plusieurs années avant qu'il y ait un accord franco-tchadien qui vienne encadrer la présence des forces françaises là-bas. Il y a l'armée française qui intervient, comme ça a été le cas là, en février 2019, pour bombarder les rebelles, ou qui était intervenu en février 2008 pour empêcher les rebelles aussi de débarquer Idriss Déby. Donc là, sur le plan militaire, le Tchad est la caricature intégrale. Après, sur le plan historique, sur le temps long, et par exemple sur la dimension du pétrole, qui a été quelque chose de majeur dans le développement de cette France-Afrique, et sa structuration, on va dire, à partir de la fin des années 50, le Gabon pourrait être aussi une caricature, parce que c'est l'émirat pétrolier d'Afrique centrale où la population crève actuellement faute de soins et de services de base, alors qu'il y a des fortunes qui ont été extraites du sous-sol. Et si on le prend de façon plus générale sur l'ensemble de la tenue de l'économie, on peut citer la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, qui sont dans les deux cas des pays où il y a eu énormément de richesses, mais de manière plus diversifiée que le seul pétrole gabonais, par exemple, et où la France est constamment intervenue, mais peut-être plus dans l'ombre qu'au Tchad, pour favoriser des intérêts et dans une ingérence discrète mais efficace. Et puis, si on parle du paroxysme de ce que la France-Afrique peut produire, il y a la complicité dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, qui n'est pas une ancienne colonie française, ni le Cameroun, mais le Cameroun avait été placé sous mandat de la Société des Nations puis de l'ONU pour la France, mais le Rwanda était carrément la colonie belge, qui, après l'indépendance, la France essaye rapidement de tisser, d'accroître son influence sur cette zone, parce que c'est l'Afrique francophone, et va poursuivre un soutien sans faille à un régime qui pourtant prépare un génocide et qui ensuite commet un génocide. Donc voilà, je ne peux pas te répondre sur un pays, parce que chaque pays peut montrer par son histoire, chaque pays france-africain, chaque pays pris dans cette histoire très france-africaine peut montrer par son histoire des formes de caricature. Au Togo, avec la famille Yadema au pouvoir, c'est aussi en soi quelque chose d'extrêmement caricatural. Au Congo-Brazzaville, avec la guerre que Elf a financée en finançant les deux camps, le camp Lissouba et le camp de Sassou Nguesso, pour s'assurer finalement que ses intérêts seraient préservés à l'issue de la guerre de 97. Voilà, à chaque fois, malheureusement, si on balaye l'histoire de ces différents pays pris dans cet étau france-africain, on voit des faits caricaturaux, tristement caricaturaux. Exactement 12 heures de très longue délibération pour les jurés de la cour d'assises numéro 3 ici au palais de justice, et au final un verdict assez implacable, puisque Pascal Simikangwa a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable de crimes de génocide et reconnu coupable de complicité de crimes contre l'humanité à Kigali entre avril et juillet 1994. 20 ans après le génocide, on a eu le premier procès d'un génocidaire rwandais qui s'était réfugié en France. Il a fallu 20 ans pour ce premier procès, ce qui est déjà immensément long par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres pays. Si on fait le parallèle après la Shoah, il a fallu aussi 20 ans pour que les premiers nazis impliqués dans la Shoah soient jugés en Allemagne par la justice allemande. C'était aussi 20 ans. Donc il y a un seuil. Mais par contre, ce qu'on voit aujourd'hui sur la justice, c'est que la justice française, en tant qu'institution, mais avec des hommes, des femmes, des juges, etc., s'interdisent pour le moment. Il y a une forme d'autocensure dès qu'on touche à la question des complicités françaises.
On a des dossiers là avec des éléments particulièrement à charge, et on voit que l'instruction est menée à décharge, c'est-à-dire que comme si les juges, pour eux, c'était encore impensable que des militaires français puissent avoir été, sur ordre de politique français, impliqués dans un tel niveau de soutien. Donc là-dessus, malheureusement, on est assez pessimiste sur ce qui peut se passer sur le plan de la justice, même 25 ans après, quand on touche à la question de la complicité de la France dans le génocide des Tutsis du Rwanda. Au niveau de l'opinion publique, c'est différent. On voit depuis justement 5 ans, avec la question des archives, avec la question finalement de toute la manière dont le débat public a lieu là-dessus, que les tenants d'une thèse, de la vieille thèse, selon la France, a fait tout ce qu'elle pouvait, que ce serait le seul pays à être intervenu quand les autres détournaient le regard, etc. Toute une thèse fallacieuse et qui est contredite quand on regarde dans les faits, sont de plus en plus isolés là-dessus. C'est-à-dire que les journalistes finissent même par avoir du mal à, s'il faut organiser un débat contradictoire, à trouver... Donc, là-dessus, je suis par contre plus optimiste sur le fait que c'est en train de se fissurer, c'est en train de se lézarder de partout. Cette espèce de mur de mensonges et de silence, de déni sur la complicité de la France dans le génocide des Tutsis. Mais par contre, sur la justice, et sur la justice concernant les responsables politiques et militaires français directement appliqués à l'époque, là-dessus, on a encore du boulot. Sur quoi, officiellement, se base l'armée française pour s'implanter dans plusieurs pays d'Afrique? Historiquement, l'armée française, elle s'est implantée dans des colonies et elle n'en est pas partie à l'indépendance. Elle a même colonisé, puis elle est restée pendant la période coloniale et ensuite au moment des indépendances relativement factices qu'il y a pu avoir. Donc l'armée française n'est pas partie. Par endroits, elle se réimplante. C'est vrai, on le voit notamment au Sahel avec l'opération Barkhane, on le voit au Mali avec l'opération 2013 de Serval en 2013. Et là, en fait, on observe, nous, ce qu'on a décrit comme un retour aux fondamentaux dans la manière de faire, c'est-à-dire que dans les années 2000, après justement la complicité de l'armée française au Rwanda, il y a eu à la fin des années 90 une réforme et une sorte de nouvelle doctrine qui a émergé, de dire que l'armée française ne doit plus intervenir seule, qu'il faut du multilatéralisme et qu'il faut une légitimité avec des résolutions de l'ONU, etc. Et finalement, depuis les années 2010, il y a un retour aux fondamentaux où l'armée française peut se permettre beaucoup plus d'intervenir directement. Ça a été le cas au Mali, il n'y a pas eu de résolution onusienne. Le déploiement de Barkhane, l'intervention récente au Tchad contre des rebelles tchadiens. Donc l'armée française, à ce moment-là, en fait, elle répond à des politiques qui utilisent un discours de légitimation en fonction, on va dire, des thèmes politiques du moment. En ce moment, ce qui est porteur depuis les années 2010, c'est la guerre contre le terrorisme. Parce que de fait, il y a eu des attentats en France qui ont marqué l'imaginaire collectif, et on utilise ça à la fois pour détricoter le droit en France et pour relégitimer des interventions sur place. Et ensuite, dans la pratique, au niveau juridique, il y a des accords qui sont passés entre l'État d'accueil et les autorités françaises, certains qui sont connus du Parlement et du public, d'autres qui ne sont même pas connus. Qui concernent, qui n'ont pas besoin d'être validés par le Parlement et qui concernent simplement les conditions de stationnement des forces françaises au Tchad, par exemple. On n'a pas le détail de ce qui est négocié. Pourquoi on n'a pas ce détail-là? Parce que les parlementaires n'ont jamais demandé à l'avoir. Parce qu'en fait, les parlementaires se sont toujours satisfaits des miettes que l'exécutif français donne en la matière. Les parlementaires n'ont jamais vu le problème à ce que l'État puisse négocier les conditions précises du stationnement des forces. Mais c'est-à-dire qu'ils se disent que
qu'on est sur un niveau de détail, de rémunération, par exemple, de loyer pour la base ou de choses comme ça, qui n'ont pas besoin d'être supervisés, validés par... on n'est pas sur un traité international de même type qu'un accord de défense, par exemple, quand on est juste sur ce qui encadre la présence d'une base, et que donc ils n'ont pas à rentrer dans ce niveau de détail. Mais sauf qu'en faisant ça, ils empêchent aussi la société civile, les journalistes, etc., d'avoir accès à ces détails-là et d'avoir accès à cette information. Donc, de manière générale, ça montre surtout que les parlementaires français continuent de faire confiance à l'exécutif et appliquent très peu le pouvoir de contrôle, la fonction de contrôle de l'exécutif qui devrait avoir. Le Parlement, normalement, il a deux fonctions. Une fonction législative, il vote les lois, et une fonction de contrôle de l'exécutif. Il contrôle la politique qui est mise en œuvre par le gouvernement et le chef de l'État. Dans la pratique, en matière de politique étrangère et notamment de politique africaine, le Parlement fait extrêmement peu ce contrôle, et notamment sur les questions militaires. Ça vous arrive toujours de les interpeller pour qu'ils puissent justement poser des questions à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc. Ah bah, on essaie régulièrement, on le fait aussi en fonction de certaines actualités. En ce moment, avec ce qui vient de se passer au Tchad, et l'armée française, l'aviation française donc, qui est intervenue et qui a bombardé des colonnes de rebelles tchadiens, on les a interpellés, et eux-mêmes, peut-être même sans ça, avaient quand même là été un peu surpris du niveau d'engagement de l'armée française dans une question interne, et ont posé quelques questions au gouvernement, mais le problème c'est qu'ils se satisfont de demi-réponses. Et puis sur ce qui se passe au Cameroun, où on a une guerre dans les régions anglophones et l'arrestation de centaines d'opposants, on maintient la coopération militaire, là aussi on leur dit qu'ils doivent poser des questions au gouvernement, ils le font un petit peu, mais ça reste extrêmement insuffisant, et ils se contentent malheureusement de réponses en forme de langue de bois qui disent un peu circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Si on dépeignait la réalité de la dictature dans ces pays-là, au Congo, au Tchad, au Cameroun, etc., si on dépeignait réellement en France, dans les médias, dans le débat public, la réalité de cette dictature-là, ça créerait une pression politique sur les autorités françaises qui amènerait forcément à modifier la politique de soutien à ces régimes. Donc ils n'ont pas intérêt à laisser cette image se répandre, sinon à moyen terme ça menacera le soutien dont ils bénéficient. Ces chefs d'État sont soucieux, à mon avis, pour deux raisons de leur image en France. Une raison qui est simplement leur propre ego, leur propre mégalo, et le fait de ne pas avoir envie qu'on dise des choses, de savoir qu'on dit des choses trop désagréables sur eux. Je pense que là-dessus ça peut jouer. Et puis il y a une raison beaucoup plus stratégique, qui est que en ne passant pas en France pour ce qu'ils sont réellement, ils donnent les moyens aux officiels français de continuer à les soutenir. Il y a des spécificités à l'impérialisme français. Déjà, si on compare avec les autres puissances impériales historiques, dont les États-Unis ne font pas partie, puisque les États-Unis sont une colonie historiquement, mais qui ensuite a étendu son impérialisme, notamment en Amérique du Sud. Mais si on compare avec les Britanniques ont géré très différemment la période d'accession aux indépendances, en structurant ça avec le Commonwealth et un fonctionnement peut-être un peu plus transparent, les relations entretenues entre les anciennes colonies et l'ancienne métropole. En France, ce qu'a fait la France est plus pervers et plus discret. Ça a été le fait de placer, d'intervenir beaucoup plus à la fois directement et de manière plus discrète dans les processus internes pour avoir des dirigeants favorables aux intérêts, maintenir une monnaie coloniale, faire signer des accords de coopération et structurer complètement les États sur place. Et en ça, il y a une spécificité tout à fait française. Mais de toute manière, aujourd'hui, si on compare l'état des anciennes colonies britanniques et l'état des anciennes colonies françaises, on voit que c'est l'Afrique francophone qui est dans laquelle d'ailleurs il y a le moins d'opportunités économiques, au point qu'aujourd'hui on a des présidents français qui se tournent vers l'Afrique anglophone pour essayer de négocier des parts de marché pour les entreprises, parce que c'est là qu'il y a les plus gros taux de croissance, c'est là qu'il y a les plus gros chiffres d'affaires. Mais de toute manière,
il n'y a pas un autre pays qui maintient une monnaie coloniale comme on le fait avec le franc CFA. Et sur le maillage en termes de base militaire, il n'y a que les États-Unis qui rivalisent avec ce que fait la France actuellement. Donc on a quand même des spécificités tout à fait françaises dont il n'y a pas à se glorifier. Luigi Di Maio s'en défend, mais de Bruxelles dimanche et ce lundi, c'est bien un incident diplomatique qu'il a déclenché avec ses propos sur l'Afrique et la France. Le vice-président du Conseil italien a accusé Paris d'appauvrir l'Afrique et d'aggraver la crise migratoire. L'ambassadrice italienne en France a été convoquée pour explication. Je ne crois pas qu'il y ait un incident diplomatique. Je pense que tout cela est vrai. Le fait que la France est un de ces pays qui, parce qu'il imprime la monnaie de 14 pays africains, empêche le développement de ces pays africains et contribue au départ des réfugiés qui, après avoir traversé la Méditerranée, arrivent sur nos côtes. Voilà ce que je pense de cette monnaie. Ah ouais, effectivement, il y a un problème de liquidité et de peu de liquidité, donc d'argent disponible dans les pays de la zone franc, et où finalement qui pose des problèmes aux commerçants. Mais ça qui est un problème qui a plus trait pour le coup à la manière dont fonctionnent les banques centrales d'Afrique de l'Ouest et banques centrales d'Afrique centrale, et c'est sans doute pareil aux Comores, parce que ça fait aussi partie de la zone franc. Et là-dessus, qui est pour le coup un débat dans lequel survie s'immisce assez peu, puisque pour nous, l'enjeu n'est pas de voir s'il y a des améliorations techniques à la gestion qui doivent être apportées, mais c'est beaucoup plus la question que la France doit sortir de la gestion même de la monnaie de ces pays-là. Et que la suite du débat concernera les Africains et les Africaines et absolument pas la France. Donc la position de survie là-dessus, elle est quelque part de dire que la France doit se retirer du franc CFA. Ensuite, est-ce que le franc CFA devra changer de nom, changer de fonctionnement, avoir une seule zone monétaire plutôt que 2 ou 3, s'élargir ou pas. Enfin là-dessus, c'est des débats dans lesquels Survie revendique de ne pas s'immiscer, puisque Survie est une organisation française, avec des gens qui vivent en France, pas forcément que des Français, mais des gens qui vivent plutôt en France, et qui interpellent les autorités françaises. Donc nous, notre responsabilité là-dessus, elle est de dire simplement, en gros, sortons du franc CFA. Mais par contre, sur la deuxième partie de ta question, ça a tellement été un sujet difficile à porter dans le débat public, et Survie a aussi une responsabilité là-dedans, parce qu'on a publié des choses dans notre journal ou dans les brochures qu'on peut diffuser, etc., mais à pas mener de campagne efficace sur le franc CFA. Là-dessus, on peut le reconnaître, que c'est un débat qu'on a peut-être nous-mêmes insuffisamment porté, que ça a fini par devenir un cheval de bataille assez opportun pour des personnalités comme Kémy Séba ou d'autres, qui, alors là je parle vraiment à titre très personnel, moi peuvent me poser aussi problèmes et questions, mais au final c'est aussi la responsabilité des autres mouvements de n'avoir pas su porter cette question dans le débat public. Au point que, aujourd'hui, effectivement, c'est récupéré par des mouvements comme ça, comme Urgence panafricaniste de Kémy Séba, dont on s'interroge toujours sur la provenance des moyens financiers, mais aussi, tu l'as dit, par Matteo Salvini. Alors Kémy Séba a revendiqué d'avoir été à l'origine des sorties des Italiens contre le franc CFA, en disant que c'est eux qui avaient sensibilisé les Italiens sur le fait de contre-attaquer là-dessus. Mais là encore, faut pas s'étonner si on est incapable, nous, de porter un débat à ce qu'il soit repris ensuite par des populistes dans des intérêts spécifiques que lui a de négociations avec la France sur d'autres choses. Donc c'est une instrumentalisation d'un débat qui est légitime au départ et que peut-être nous n'avons pas suffisamment su nous porter dans le débat public. Ça vous arrive d'intervenir dans les écoles, collèges, lycées, universités ou École,
Collège, pas trop. Lycée, université, auprès de publics jeunes, oui, quand on est invité à le faire. Dans le cadre de l'éducation nationale, c'est parfois délicat parce que l'administration de l'éducation nationale peut avoir tendance à considérer qu'on est une organisation avec un discours trop politique et où des enseignants peuvent s'auto-censurer par rapport à ça, quand dans le même temps, ils ne se rendent pas compte que la manière dont est enseignée l'histoire est elle-même très politique, et que moi j'ai souvenir d'avoir appris au lycée avec un chapitre qui s'intitulait Le Cameroun, l'exemple d'une décolonisation réussie. Et alors même qu'il y a eu une guerre d'indépendance dont évidemment on n'a absolument pas parlé de ça, et c'était à la fin des années 90 quand j'étais au lycée. Donc voilà, il y a une histoire qui, par la manière même dont elle est enseignée, est forcément politique, et quand nous on prétendrait intervenir, on pourrait nous renvoyer au fait qu'on a un discours politique. Mais de toute manière, il faut aussi reconnaître qu'on a assez peu de forces vives, que peu de disponibilité, et que si on est invité, on y va, mais on ne fait pas de prospection, on n'essaye pas de démarcher des enseignants ou l'éducation nationale pour essayer d'intervenir dans ces milieux-là, même si on aimerait bien. Et puis dans les universités, oui, on a des groupes locaux de survie qui essayent de toucher aussi les publics étudiants, notamment peut-être dans des formations qui sont dédiées à la coopération, à l'humanitaire, etc., pour les sensibiliser justement sur le fait que c'est bien beau de vouloir aller mettre quelques pansements à droite à gauche, mais il faut s'interroger sur les causes, et sur la partie des causes qui concernent la France. On ne soutient pas financièrement, matériellement les mouvements avec lesquels on travaille. Par contre, oui, parce qu'on est en lien avec les mouvements qui se battent sur place, avec les gens qui se battent concrètement au sein de ces pays-là, pour de l'échange d'informations et du partage d'analyses. Et notre lien, il est de cette nature-là. Et éventuellement aussi, de temps en temps, à inviter certaines de ces personnes en France dans une logique de sensibilisation, pour venir porter en France aussi un discours, un témoignage de ce qui se passe dans le pays, et que les Français et les Françaises se rendent compte concrètement de ce que ça veut dire vivre dans une dictature qui est soutenue par la France. On a des liens de ce type-là.